J'ai eu une bourse complète. Mon père a pris mes fonds d'études pour des vacances, publiant une photo avec la légende « Pas de boulet cette fois ». Ce qu'il n'a pas vu, c'est qui a commenté juste en dessous. Je m'appelle Amélie Durand, j'ai 22 ans, et voici l'histoire de comment un commentaire d'une inconnue a détruit l'image que mon père a mis 8 ans à construire, sans que j'aie à lever le petit doigt. Pour comprendre ce qui s'est passé, vous devez comprendre ma famille, ou plutôt la famille dont j'ai cessé de faire partie à 14 ans. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. D'un cancer des ovaires. Elle s'est battue pendant 18 mois, et je m'asseyais à côté de son lit d'hôpital chaque jour après l'école, lui lisant ses livres préférés à haute voix jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rester éveillée. 2 ans après son décès, mon père a épousé Mélanie, une femme qu'il avait rencontrée à une conférence sur l'immobilier. Elle est arrivée avec 2 enfants de son précédent mariage. Benoît, qui avait 11 ans à l'époque, et Chloé, qui en avait 8. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé de faire en sorte que ça marche, mais quelque part en chemin, je suis devenu invisible. Dans notre salon, il y a un mur de photos de famille, 23 cadres, soigneusement arrangés par Mélanie en 2016. Je les ai comptés une fois pendant un réveillon de Noël où personne n'a remarqué que j'avais quitté la table plus tôt. Pas une seule photo de moi n'existe sur ce mur après 2015, l'année où mon père s'est remarié. Ce n'était pas dramatique. Il n'y a pas eu d'annonce, pas de réunion de famille où ils ont décidé que je n'avais pas ma place. Je me suis juste effacé. Les dîners d'anniversaire sont devenus réservés à la famille proche, ce qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'incluait pas. Les cartes de vœux montraient 4 visages souriants, jamais 5. Quand mon père postait ses photos du dimanche en famille sur Facebook, je n'étais jamais identifié, jamais mentionné, jamais là. Je n'ai pas disparu d'un seul coup. J'ai été effacé lentement, pixel par pixel, jusqu'à ce que personne ne se souvienne que j'avais un jour fait partie du cadre. Au cours des 4 dernières années, mon père a posté 847 photos de famille sur Facebook. Je le sais parce que je les ai comptées pendant une nuit particulièrement solitaire dans ma chambre d'étudiante. J'apparais dans exactement 3 d'entre elles, toutes des photos de grands groupes où je me tiens sur le côté, à moitié coupé. Mais je ne savais pas alors que les chiffres allaient avoir une importance que personne n'attendait. L'argent était censé être pour moi. Quand ma mère est morte, elle a laissé une police d'assurance vie d'une valeur de 45 000 €. Les papiers étaient clairs. J'ai trouvé une copie des années plus tard dans une boîte de ses affaires que mon père avait jetée dans le garage. Pour l'éducation d'Amélie, avait-elle écrit dans une lettre à son avocat, pour qu'elle n'ait jamais à dépendre de personne. Mon père en est devenu le gestionnaire. Il l'appelait le fonds d'études d'Amélie chaque fois que des proches posaient la question, ce qui le faisait paraître responsable et attentionné. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était comment ce fonds fonctionnait en pratique. Benoît, mon demi-frère, a obtenu son bac avec une moyenne de 12 sur 21 vague intérêt pour le commerce. Mon père l'a inscrit dans une université privée à Toulouse, 38 000 € par an, sans bourse, sans aide financière. Il a besoin de structure, a expliqué mon père à table un soir. Certains enfants ont juste besoin de plus de soutien. J'ai obtenu mon diplôme avec une moyenne de 18,5 sur 20, un poste de recherche au département d'informatique et une admission au programme d'excellence de l'Université de Lyon. Mon père a couvert mes frais de scolarité avec le fonds et rien d'autre. Le fonds est pour les frais de scolarité, Amélie, pas pour l'argent de poche. Alors, j'ai travaillé 20 heures par semaine à la bibliothèque universitaire, et 10 heures de plus à donner des cours de soutien en maths à des lycéens. Je mangeais des nouilles instantanées 4 soirs par semaine et j'ai appris à étirer chaque euro au maximum. L'été dernier, j'ai demandé 200 € à mon père pour acheter des manuels pour un cours d'apprentissage automatique. Il a dit que le budget était serré. La même semaine, il a acheté à Benoît un MacBook Pro à 2 499 € pour ses cours en ligne, a expliqué Mélanie, comme si cela rendait la chose raisonnable. Je n'ai pas discuté. Je ne discutais jamais. J'ai juste trouvé une version PDF du manuel et surligné des passages sur mon ordinateur portable vieux de 6 ans jusqu'à 2 heures du matin. Je ne savais pas encore que le fonds était sur le point de servir un objectif très différent. Mon père a 127 000 abonnés sur Facebook. Je sais que ça peut paraître étrange de commencer par là, mais c'est important. C'est important parce que Richard Durand n'est pas seulement un père, c'est une marque. Richard, l'homme de la famille, comme l'indique sa biographie, avec une photo au coucher du soleil de lui enlaçant Benoît et Chloé sur une plage où je n'ai jamais été invité. Il travaille comme directeur principal au groupe immobilier Sommet,
l'une des plus grandes agences immobilières de Lyon. Son Facebook n'est pas seulement personnel, il est professionnel. Les clients le trouvent là. Les collègues commentent ses publications. Son image soigneusement construite de père de famille dévoué l'a aidé à conclure des affaires valant des millions. Sa publication la plus virale, 14 000 mentions et j'aime, 2300 partages, était une photo de lui emmenant Benoît à un match de football. La légende disait, rien ne vaut un moment de qualité avec mon fils, élever des hommes bien, un match à la fois. Papa fier la famille d'abord. J'ai vu cette publication depuis ma chambre d'étudiante, en mangeant les restes froids d'une pizza que j'avais gardée d'une réunion de département. Je n'ai pas commenté. Je ne commentais jamais. Voici ce que j'ai fini par réaliser. Mon père ne me déteste pas. Cela exigerait qu'il ressente quelque chose pour moi. Je suis simplement inutile à son récit. Je ne suis pas assez photogénique, pas assez enthousiaste, pas assez pour correspondre à l'esthétique qu'il a construite. Je ne génère pas d'engagement. Je n'inspire pas de commentaires sur le père merveilleux qu'il est. Je suis du mauvais contenu. Sur Facebook, mon père est le papa parfait. Dans la vraie vie, je suis la fille qui n'existe pas. Mais le 15 mars, j'ai reçu un email qui allait tout changer et forcer mon père à me voir, qu'il le veuille ou non. 15 mars, 7h23. Je travaillais au premier service de la bibliothèque universitaire, rangeant les retours dans le calme avant que les étudiants ne commencent à arriver pour leur session d'études du matin. Mon téléphone a vibré dans ma poche arrière. Une notification de mail que j'ai failli ignorer. L'expéditeur indiquait « Admission des cycles supérieurs de la Sorbonne ». J'ai arrêté de respirer. J'avais postulé pour la bourse Valois-Morin 3 mois plus tôt, plus par espoir désespéré que par attente réaliste. La bourse couvrait tout. Les frais de scolarité, les frais de subsistance, le financement de la recherche pour un master en sciences des données à la Sorbonne. Valeur totale de 187 000 € sur 2 ans. Seulement 12 lauréats dans tout le pays, pour plus de 4000 candidats. J'ai ouvert l'email avec des mains tremblantes. Chère mademoiselle Durand, au nom de la Fondation Valois-Morin et de l'Université de la Sorbonne, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionnée comme l'une des 12 lauréates de la bourse Valois-Morin pour l'année universitaire 2024 à 2025. Je l'ai lu 3 fois. Puis je suis allé aux toilettes de la bibliothèque, je me suis enfermé dans une cabine et j'ai pleuré pendant 15 minutes. Pour la première fois en 4 ans, chaque nuit blanche en valait la peine. Chaque repas que j'avais sauté pour m'offrir des manuels, chaque fois qu'on m'avait traité de poids mort et que j'avais ravalé ma réponse, tout cela avait un sens. Mais une ligne dans l'email a attiré mon attention plus que le reste. Le docteur Éléonore Valois, présidente de la Fondation, a personnellement examiné votre candidature et a noté votre recherche exceptionnelle sur la modélisation prédictive pour la réponse aux catastrophes naturelles. Elle a exprimé le souhait de vous rencontrer pendant la semaine d'orientation. Je ne savais pas qui était le docteur Éléonore Valois, pas encore. J'allais l'apprendre assez tôt, et mon père aussi. J'ai appelé mon père cet après-midi-là. Je ne sais pas pourquoi. L'espoir, peut-être. Une partie tenace de moi qui croyait encore qu'une bonne nouvelle pourrait débloquer quelque chose en lui. La fierté, l'affection, la reconnaissance, n'importe quoi. Il a décroché à la 4e sonnerie. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai eu la bourse de la Sorbonne. Complète. Il paie tout. Silence. 5 secondes. 10 puis, bien. J'ai attendu plus. Félicitations. Je suis fier de toi. Ta mère serait si heureuse. Bien, a-t-il répété. Ça veut dire que je peux enfin utiliser ton fonds d'études pour quelque chose d'utile. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prévois un voyage en famille sur la Côte d'Azur depuis des mois, mais le budget n'y était pas. Maintenant que tu n'as plus besoin du fonds, il a fait une pause et j'ai entendu Mélanie dire quelque chose en arrière-plan, nous pouvons enfin le faire correctement. Complexe hôtelier 5 étoiles, suite avec vue sur l'océan, tout le tralala. Nous. Moi, Mélanie, Benoît et Chloé. De vraies vacances en famille. J'ai serré mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Est-ce que je suis invité? Il a soupiré. Le genre de soupir qu'on pousse quand quelqu'un pose une question évidente. Amélie, tu as tes trucs de la Sorbonne à régler. Les inscriptions, le logement, tout ça. Et puis,
c'est une chance pour nous de nous rapprocher en tant que famille. Une pause. Une vraie famille. Une vraie famille. Il l'a dit comme si j'étais une contrefaçon. Un brouillon que quelqu'un avait oublié de supprimer. L'argent que maman a laissé était pour mon éducation, ai-je dit doucement. Et tu vas être éduqué gratuitement maintenant. Problème résolu. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas, je dois y aller, a-t-il dit. Mélanie fait des réservations pour le dîner. La ligne est devenue silencieuse. 2 semaines plus tard, il posterait des photos de ses vacances avec une légende qui mettrait fin à sa carrière telle qu'il la connaissait. Mais je ne le savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas de la famille. 20 mars, je suis allé chez mon père pour récupérer des documents dont j'avais besoin pour mon inscription à la Sorbonne. Mon acte de naissance, l'acte de décès de ma mère, des formulaires fiscaux. Mélanie attendait à la porte. J'ai entendu parler de ta bourse. Elle n'a pas bougé pour me laisser entrer. Félicitations. Merci. Mais ne pense pas que ça change quoi que ce soit. J'ai cligné des yeux. Changer quoi? Ta place ici. Quelle place ai-je ici, Mélanie? Elle a souri, un sourire mince et étudié. Exactement. Je l'ai poussée pour entrer dans le hall. J'ai juste besoin de quelques documents du bureau de papa. L'argent, a-t-elle dit dans mon dos. Tu es contrarié à cause des vacances. Je me suis arrêté, me suis retourné. Cet argent était à ma mère. Elle l'a laissé pour moi. Ta mère est partie, Amélie. C'est ton père qui prend les décisions maintenant. Elle l'a laissé pour mon éducation. Et tu as une bourse complète. Mélanie a croisé les bras. Quel est le problème? Le problème, c'est que vous utilisez mon héritage pour prendre des vacances sans moi. Nous avons déjà réservé. Son ton était factuel, comme si elle parlait de la météo. 10 jours à Saint-Tropez, suite face à l'océan au Grand Hôtel de la Baie, tour en hélicoptère des Calanques, le grand jeu combien? 38 000 €. J'ai ressenti le chiffre comme un coup physique. 38 000 €. Presque la totalité de l'assurance vie de ma mère avait disparu. Les frais de scolarité de Benoît coûtaient la même chose, ai-je dit. Chaque année pendant 4 ans. L'expression de Mélanie n'a pas changé. Benoît avait besoin de soutien. Tu as toujours été autonome. Autonome. C'était le mot qu'ils utilisaient. Pas négligé, pas abandonné. Autonome. J'ai besoin de ces documents, ai-je dit. Elle s'est écartée. Ils sont dans le classeur. Tu sais où? Je suis passé devant elle sans un mot de plus. Mais alors que je rassemblais mes papiers, je l'ai entendu crier, « Amuse-toi bien à la Sorbonne, Amélie. Essaie de ne pas être si dramatique à propos de tout. » J'ai trouvé mon père dans son bureau à la maison, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Papa, nous devons parler du fond. » Il n'y a rien à dire. Cet argent était censé être pour mon éducation. Maman a spécifiquement. Et tu vas être éduqué. Il m'a enfin jeté un regard, irrité. Gratuitement à la Sorbonne. Quel est le problème? Le problème, c'est que tu dépenses mon héritage pour des vacances qui ne m'incluent pas. Il a posé son téléphone, s'est penché en arrière dans son fauteuil. Tu veux la vérité, Amélie? Non, je ne la voulais pas. Mais j'ai hoché la tête quand même. Bien. Sa voix était froide. Clinique. Tu ne t'intègres pas. Tu ne l'as jamais fait. Chaque voyage en famille, chaque dîner de fête, chaque photo, tu mets tout le monde mal à l'aise. Tu es toujours dans ton coin, toujours silencieuse, toujours là comme un meuble que personne n'a demandé. Je ne pouvais pas parler. Tu es un poids mort, Amélie. C'est la réalité. Et pour une fois, je veux emmener ma famille dans un endroit agréable sans avoir à m'inquiéter que tu plombes l'ambiance. Poids mort. Il l'a dit comme s'il y pensait depuis des années. Comme s'il avait attendu le bon moment pour le laisser enfin sortir. Maman n'aurait jamais. Ta mère n'est pas là. Il a repris son téléphone, me congédiant. Et j'en ai fini de prétendre que te garder près de nous honore sa mémoire. Ce n'est pas le cas. Ça rend juste tout plus difficile. Je suis resté là un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé,
et j'ai vu un étranger portant le visage de mon père. D'accord, ai-je dit doucement. Je me suis retourné et je suis sorti. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. Pas parce que j'acceptais ce qu'il disait, mais parce que je savais que certaines choses ne pouvaient pas être changées avec des mots. Maya Dubois m'attendait quand je suis rentré dans notre chambre d'étudiante. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, Mélanie à la porte, les mots de mon père dans son bureau. Poids mort. Je l'ai dit à voix haute pour la première fois, et ça avait un goût de poison. Maya m'a regardé pendant 10 bonnes secondes avant d'exploser. Il t'a appelé comment? Elle a sauté de son lit. Il t'a appelé poids mort parce que tu as eu une bourse de la Sorbonne? Maya, non, 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 attends. Elle a commencé à faire les 100 pas, laisse-moi récapituler. Tu viens de réussir quelque chose que 99,7% des candidats n'ont pas réussi. Quelque chose qui te place parmi les 12 meilleurs étudiants en sciences des données de tout le pays. Et la réponse de ton père a été « Génial. Maintenant, je peux aller sur la Côte d'Azur sans toi. » Quand elle l'a dit comme ça paraissait insensé, parce que c'était insensé. J'y suis habitué, ai-je dit doucement. Maya a arrêté de faire les 100 pas, m'a regardé avec un mélange de pitié et de fureur. Amélie, c'est ça le problème. Tu es tellement habituée à être traitée comme une ordure que tu ne le reconnais même plus. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Ce n'est pas normal, a-t-elle poursuivi. Rien de tout cela n'est normal, et tu dois arrêter de faire comme si ça l'était. Je n'avais pas de réponse, alors je me suis juste assise sur mon lit et j'ai fixé le mur. Maya a sorti son téléphone. Et, tu savais qui a créé ta bourse? Quoi? La bourse Valois-Morin. Je viens de chercher sur Google. Elle a tourné son écran vers moi. Docteur Éléonore Valois. Elle a dirigé la division de sciences des données au CNES pendant 10 ans. Elle a 340 000 abonnés sur LinkedIn. J'ai regardé la photo. Une femme aux cheveux argentés avec des yeux vifs et un sourire bienveillant. Je n'avais aucune idée à quel point ce visage allait devenir important. L'article du journal de la Sorbonne a été mis en ligne le 20 mars. Je l'ai trouvé alors que j'étais seul à la bibliothèque pendant ma pause déjeuner, en train de manger une barre de céréales que j'avais achetée au distributeur automatique parce que je ne pouvais pas me permettre le café du campus. Le titre disait « Les lauréats de la bourse Valois-Morin annoncés, rencontrer l'avenir de la science des données ». Ma photo était là. 3e en partant de la gauche sur l'image en vedette. En dessous, un paragraphe que j'ai dû lire 50 fois. Amélie Durand, dont les recherches sur les applications de l'apprentissage automatique pour la prédiction des catastrophes naturelles ont attiré l'attention de la présidente de la fondation, le docteur Éléonore Valois, représente la prochaine génération de scientifiques des données engagés à utiliser la technologie pour le bien social. Les modèles prédictifs de Durand pour la réponse aux inondations ont déjà été cités dans 3 revues à comité de lecture. Une réussite exceptionnelle pour une chercheuse de premier cycle. J'ai fixé mon propre nom, les mots réussite exceptionnelle, le fait que quelqu'un d'important, avait remarqué mon travail et pensé qu'il comptait. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu. J'ai fait une capture d'écran de l'article. Mon pouce a plané sur le contact de mon père un long moment. Je pourrais le lui envoyer, lui montrer que je n'étais pas un poids mort, que des inconnus à la Sorbonne et au CNES voyaient une valeur en moi même s'ils ne le pouvaient pas. Mais je me suis arrêté. À quoi bon? Il ne le lirait pas. Et même s'il le faisait, il trouverait un moyen de le diminuer. N'importe qui peut être cité dans un journal d'école. Ce n'est pas comme si c'était les vraies nouvelles. J'ai quand même sauvegardé la capture d'écran. Pas pour lui, pour moi. Parce qu'un jour, je savais que j'aurais peut-être besoin d'une preuve que je valais quelque chose. Une preuve qui existait en dehors de la version de la réalité de mon père. Je ne savais pas alors que cet article deviendrait une preuve dans un procès très public. Pas dans un tribunal, mais dans une section de commentaires. 28 mars, 6 heures du matin. Je me tenais à la fenêtre de ma chambre d'étudiante, regardant le soleil se lever sur Lyon. À 15 minutes de là, la famille de mon père chargeait des valises dans un VTC à destination de l'aéroport. Je le savais parce que Benoît m'a envoyé un texto. Dommage que tu ne puisses pas venir. Mais bon, plus de place dans la suite, MDR. Je n'ai pas répondu.
Je suis retourné à mon ordinateur portable où mon projet de thèse attendait. Chapitre 3. Modélisation prédictive pour les itinéraires d'évacuation en cas d'ouragan. À rendre dans 6 semaines. Le curseur clignotait, patient et indifférent. J'ai pensé à ma mère. Le dernier été avant qu'elle ne tombe malade, elle m'a emmené à La Rochelle. Juste nous deux. Nous avons construit des châteaux de sable, mangé trop de glace et regardé les vagues jusqu'au coucher du soleil. Elle m'a tenu la main sur la plage et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Souviens-toi, Amélie, ta valeur ne dépend pas de si quelqu'un te voit. Tu comptes même quand personne ne regarde. J'ai essuyé mes larmes, ouvert mon document de thèse, commencé à taper. Quelque part au-dessus de la Méditerranée, mon père volait en première classe vers la Côte d'Azur avec l'argent de ma mère, et j'étais seul dans une chambre d'étudiante, travaillant à un avenir qu'il ne reconnaîtrait jamais. Mais enfoui dans mon email de la Sorbonne se trouvait une ligne que je n'avais pas encore entièrement assimilée. Le docteur Valois a exprimé le souhait de vous rencontrer personnellement pendant la semaine d'orientation. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je ne savais pas pourquoi la fondatrice de ma bourse voudrait rencontrer une étudiante lambda de Lyon. J'allais le découvrir assez vite, car dans les 10 jours suivants, mon père allait faire quelque chose de si publiquement stupide que cela détruirait tout ce qu'il avait construit, et je n'aurais pas à lever le petit doigt. Internet le ferait pour moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été traité comme si vous n'existiez pas par votre propre famille? Avez-vous déjà accompli quelque chose d'incroyable pour que les personnes les plus proches de vous l'ignorent? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux entendre votre histoire. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, croyez-moi, vous le voulez. Appuyez sur le bouton j'aime et continuez à regarder. Le meilleur est à venir. La première photo est apparue le 29 mars. Maya me l'a montrée parce que j'avais mis le Facebook de mon père en sourdine il y a des années. Elle le suivait pour ce qu'elle appelait la reconnaissance ennemie. L'image montrait mon père, Mélanie, Benoît et Chloé devant le grand hôtel de la baie. Palmiers, océan, lumière dorée. Tout le monde souriait. La légende disait, paradis trouvé. Tellement reconnaissant pour cette belle famille. Magie de la Côte d'Azur, la famille d'abord. 1847 mentions j'aime. 203 commentaires. Maya les a fait défiler pour moi, sa voix dégoulinant de dégoût. Belle famille. Vous êtes des modèles. Le meilleur papa du monde. Elle a levé les yeux. Le meilleur papa du monde. Est-ce que ces gens sont sérieux? J'ai haussé les épaules. Ils ne savent pas, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Ils voient ce qu'il leur montre. Elle avait raison. Pour le monde extérieur, Richard Durand était un père dévoué, un homme de famille qui privilégiait les moments de qualité, un modèle. Il ne voyait pas la fille qui n'était pas sur la photo. Il ne demandait pas pourquoi il n'y avait que 4 personnes alors qu'il avait 3 enfants. Regarde celui-là, a dit Maya en montrant un commentaire. Richard, tu es une telle inspiration. Tes enfants ont tellement de chance de t'avoir. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Pas de la colère, quelque chose de plus ancien. De l'épuisement, peut-être. La fatigue qui vient d'être invisible si longtemps qu'on commence à se demander si on est le problème. Je ne peux plus regarder ça, ai-je dit. Maya a fermé l'application. Désolé. Je voulais juste que tu vois à quoi tu as affaire. Je sais à quoi j'ai affaire. Je le sais depuis des années. Elle a posé sa main sur mon épaule. Ce n'est pas juste, Amélie. Non, ai-je convenu. Ce n'est pas juste. Mais je ne savais pas alors que le pire était encore à venir. 3 jours plus tard, mon père posterait quelque chose qui changerait tout. 2 avril, 15h47, heure locale. Mon père a posté un album photo. 47 photos du voyage. Plage, coucher de soleil, vue en hélicoptère des Calanques, dîner chic, aventure de plongée, tout le fantasme organisé. Mais c'est la légende qui m'a glacé le sang. Les meilleures vacances de tous les temps. Pas de poids mort cette fois. Juste le bonheur familial à l'état pur. Enfin pu profiter d'un voyage sans que personne ne nous tire vers le bas. Si vous voyez ce que je veux dire. Famille bénie, paradis trouvé, passe d'énergie négative. Maya m'a appelé à 18h15, heure de Lyon. Sa voix tremblait. Amélie, tu dois voir ça tout de suite. J'ai ouvert Facebook, trouvé la publication,
lu la légende, les relus. Pas de poids mort cette fois. Il ne l'a pas seulement pensé. Il ne me l'a pas seulement dit en face dans son bureau. Il l'a écrit, publié, diffusé à 127 000 personnes. Enfin pu profiter d'un voyage sans que personne ne nous tire vers le bas. J'étais le poids mort. J'étais celle qui les tirait vers le bas. Et maintenant tout le monde le savait. La publication avait déjà 2347 mentions j'aime, 189 commentaires, tous le félicitant pour ses belles vacances, sa belle famille, sa belle vie. Amélie? La voix de Maya est venue à travers le téléphone. Ça va? Je n'allais pas bien. J'étais assise seule dans ma chambre d'étudiante, fixant un écran qui prouvait ce que j'avais toujours soupçonné. Mon père ne se contentait pas de me négliger. Il en était fier. Il s'en vantait. Je ne sais pas quoi faire, ai-je chuchoté. On pourrait commenter. On pourrait. Non. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Je ne veux pas de drame. Ce n'est pas un drame, Amélie. C'est la vérité. Mais je n'ai pas répondu. Je ne savais pas que dans moins de 12 heures, la vérité trouverait son propre chemin, livrée par quelqu'un que mon père n'attendait jamais. J'ai passé l'heure suivante à faire défiler les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'espérais que quelqu'un poserait la question évidente. Peut-être que je cherchais une seule personne qui remarquerait que quelque chose n'allait pas. Personne ne l'a fait. Tellement heureux pour vous. Vous le méritez. Des objectifs familiaux, Richard. Tu es un si bon père. Tes enfants ont tellement de chance. Pas de poids mort égale pas de drame. Bien joué. Ce dernier avait 43 mentions j'aime. J'ai reconnu certains des noms. Des collègues du groupe immobilier Sommet, des voisins du lotissement de mon père, des gens de son groupe paroissial, tous le louant, tous riant avec lui de sa blague sur le poids mort. Aucun d'entre eux ne savait que le poids mort était une personne. Sa fille, une boursière de la Sorbonne, quelqu'un qui existait. Maya s'est assise à côté de moi sur le lit, me regardant faire défiler. Dis quelque chose. Qu'y a-t-il à dire? Que c'est dégoûtant. Qu'il t'humilie publiquement? Que personne ne sait que c'est à propos de moi. J'ai fermé l'ordinateur portable. Pour eux, je ne suis rien. Un problème sans nom qui a été résolu. C'est exactement pourquoi tu devrais dire quelque chose. J'ai secoué la tête. Qu'est-ce que ça accomplirait? Il a 127 000 abonnés. J'en ai 89. Qui penses-tu qu'il croirait? Maya n'avait pas de réponse. Je suis resté dans le noir longtemps après qu'elle se soit endormie. J'ai pensé à ma mère, à l'argent qu'elle m'avait laissé, à toutes les façons dont j'avais essayé de gagner l'approbation de mon père et échoué. Je ne savais pas que je n'avais rien besoin de dire. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre lisait déjà cette publication. Quelqu'un avec 340 000 abonnés et une très faible tolérance pour l'injustice. Quelqu'un qui savait exactement qui était le poids mort. J'ai appris ce qui s'est passé ensuite du docteur Valois elle-même, des mois plus tard, autour d'un café à Paris. Elle m'a dit qu'elle avait l'habitude de vérifier les profils des réseaux sociaux liés aux lauréats de sa bourse. Pas de la surveillance, exactement, plutôt une diligence raisonnable. Elle voulait comprendre les familles d'où venaient ces boursiers, les systèmes de soutien qu'ils avaient ou n'avaient pas. Elle a trouvé le Facebook de mon père grâce à une connexion mutuelle, un professeur de l'université de Lyon qui se trouvait être ami avec eux deux. J'ai d'abord vu les photos de vacances, m'a-t-elle dit. Belle station balnéaire, famille heureuse, puis j'ai lu la légende. Elle a fait une pause, remuant son café. Pas de poids mort cette fois. J'ai lu ces mots et quelque chose a fait tilt. Je me suis souvenu de votre essai de candidature, comment vous mentionniez la mort de votre mère, comment vous parliez du sentiment d'être invisible dans votre propre maison, comment vous aviez eu 2 emplois pendant vos études tout en maintenant une moyenne quasi parfaite. Elle a fait défiler le profil de mon père, a vu le mur de photos de famille, a remarqué la même chose que j'avais remarqué des années auparavant. Vous n'étiez dans aucune d'entre elles, a-t-elle dit. Pas une seule photo après 2015. C'était comme si vous aviez été effacé. Elle a ouvert l'article du journal de la Sorbonne dans un autre onglet. A regardé ma photo. A regardé le profil de mon père. J'ai appelé mon assistante et lui ai demandé de confirmer. Richard Durand de Lyon, père d'Amélie Durand, boursière Valois-Morin. Ça correspondait. Je suis resté assise avec ça pendant environ 1 heure,
m'a-t-elle dit. Je ne m'implique généralement pas dans les affaires de famille. Ce n'est pas ma place. Mais elle a souri, d'un sourire vif et entendu. Mais j'ai passé 40 ans à regarder de jeunes femmes brillantes être rejetées par des hommes à l'esprit étroit, et j'ai décidé que j'étais trop vieille et trop accomplie pour rester silencieuse. Ce soir-là, elle a ouvert Facebook et a commencé à taper. 3 avril, 8h22, heure de Paris. Le docteur Éléonore Valois a posté un commentaire sur l'album de vacances de mon père. C'était court, poli, dévastateur. Monsieur Durand, je n'ai pu m'empêcher de remarquer votre légende. Je suis le docteur Éléonore Valois, fondatrice de la bourse Valois-Morin à l'université de la Sorbonne. Votre fille, Amélie, vient d'être sélectionnée comme l'une de nos 12 lauréates cette année, sur 4080 candidats. Ses recherches sur la modélisation de la prédiction des catastrophes sont exceptionnelles et ont déjà été citées dans des revues à comité de lecture. Je suis curieuse. Est-elle le poids mort auquel vous faites référence? Si c'est le cas, j'aimerais beaucoup comprendre votre définition de ce mot. Cordialement. Sa photo de profil montrait son badge vérifié. Sa biographie renvoyait à sa page de faculté à la Sorbonne. Ses références étaient impeccables. Ancienne directrice au CNES, présidente de fondation, conseillère de 3 administrations présidentielles. Il n'y avait aucun moyen de la rejeter comme une troll aléatoire. Aucun moyen de prétendre qu'elle était mal informée, jalouse ou qu'elle ne comprenait pas la situation. Elle savait exactement qui j'étais. Elle savait exactement ce que mon père avait fait. Et elle l'avait dit publiquement, calmement, avec tout le poids de sa réputation derrière chaque mot. En 30 minutes, le commentaire avait 847 mentions au j'aime. En 1 heure, il avait 234 réponses. Les réponses n'étaient pas tendres. Attendez, sa fille a une bourse de la Sorbonne et il l'appelle poids mort? Je viens de chercher Amélie Durand Sorbonne sur Google. Elle est littéralement en vedette sur leur site web. Cet homme a utilisé l'argent de sa femme décédée pour des vacances sans sa propre fille. J'ai acheté 2 maisons par l'intermédiaire de Richard. Plus jamais. La tendance s'inversait. L'homme de famille parfait était exposé et je n'avais pas dit un seul mot. Je ne savais même pas que ça se passait encore, mais j'allais le découvrir. La section des commentaires est devenue une scène de crime. Les gens qui avaient loué mon père des heures plus tôt supprimaient maintenant leurs commentaires de honte. D'autres revenaient pour retirer leurs j'aime, leurs félicitations, leurs exclamations de famille modèle. De nouveaux commentaires affluaient chaque minute. La famille d'abord? Plutôt la famille -1. Donc le poids mort est une boursière de la Sorbonne et vous êtes un directeur immobilier. Intéressant. Je partage ça partout. Les gens doivent voir à quoi ressemblent vraiment les bons pères. Au groupe immobilier Sommet, est-ce le genre de personne que vous voulez pour représenter votre entreprise? Ce dernier commentaire était celui qui comptait le plus. Le nombre de j'aime de la publication, qui avait atteint un sommet de 2347, a commencé à chuter. En 2 heures, il était tombé à 1112. Les gens retiraient activement leurs j'aime. Quelque chose que je ne savais même pas possible à cette échelle. Mais le commentaire qui m'a fait mal au ventre venait d'un nom que je reconnaissais. Marguerite Dubois, directrice régionale au groupe immobilier Sommet, la patronne de mon père. Richard, nous devons parler. Lundi, dans mon bureau. Elle n'a rien dit d'autre. Elle n'en avait pas besoin. La capture d'écran de son commentaire s'est répandue plus vite que la publication originale. Quelqu'un a créé un fil de discussion. Un directeur immobilier humilie publiquement sa fille destinée à la Sorbonne. Se fait dénoncer par une scientifique du CNES. Sa patronne voit tout. Il a été partagé 2000 fois en 3 heures. L'image soigneusement construite de mon père, 8 ans de Richard, l'homme de la famille, des milliers de publications sur l'amour, la gratitude et la famille bénie s'effondraient en temps réel. Et la personne qui l'avait construite était toujours sur une plage de la Côte d'Azur, se demandant probablement pourquoi son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Maya a fait irruption dans notre chambre à 9h47. Amélie. Elle était à bout de souffle, tenant son téléphone comme s'il contenait des codes de lancement nucléaire. Regarde Facebook maintenant. Quoi? Fais-le, c'est tout. J'ai ouvert l'application avec des mains tremblantes. J'ai navigué jusqu'à la publication de mon père. Et c'était là. Le commentaire du docteur Éléonore Valois.
1247 mentions j'aime et ça continuait de monter. Des centaines de réponses. Un démantèlement complet de tout ce que mon père avait prétendu être. J'ai lu ces mots 3 fois. Est-elle le poids mort auquel vous faites référence? Elle l'a détruit, a chuchoté Maya. Avec une seule question, une question polie et dévastatrice. Je ne savais pas comment me sentir. Une partie de moi, la partie qui avait passé des années à être invisible, a senti quelque chose se fissurer. La validation, la reconnaissance, la preuve que je n'étais pas folle, que la façon dont j'avais été traité n'était pas normale. Mais une autre partie de moi sentait le sol se dérober. Ce n'était plus privé. C'était public, permanent, insoluble. Mon téléphone a commencé à vibrer. Des SMS de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Est-ce que c'est à propos de toi? Qu'est-ce qui se passe avec ton père? Amélie, ça va? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé à Maya. Rien. Elle s'est assise à côté de moi. Tu n'as rien à faire. Elle l'a fait pour toi. Mais les retombées. C'est son problème. Il a créé ça. Il l'a publié. Il a choisi de t'appeler poids mort devant 127 000 personnes. Maya a pris ma main. Tu n'as pas fait ça, Amélie. C'est lui. J'ai fixé l'écran, la photo de profil du docteur Valois, les centaines d'inconnus qui me défendaient. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un de puissant m'avait défendu, et elle n'avait rien demandé en retour. La gestion de crise de mon père a été un cours magistral sur l'art d'aggraver les choses. À 11h30, heure de la Côte d'Azur, il a finalement vu le commentaire. Sa réponse est apparue 20 minutes plus tard. Docteur Valois, je pense qu'il y a eu un malentendu. Poids mort était juste une blague sur les bagages. Nous emportons toujours trop de choses. Amélie sait que je l'aime. Cela a été complètement sorti de son contexte. Internet ne l'a pas cru. Une blague sur les bagages? Vous avez dit pas de poids mort cette fois, ce qui implique qu'il y en avait avant. Si c'était à propos des valises, pourquoi mentionner enfin profiter d'un voyage sans que personne ne nous tire vers le bas? Bien essayé, Richard. Nous savons tous lire. Les bagages ne plombent pas l'ambiance. Les gens, si. Vous parliez de votre fille. En 15 minutes, sa réponse avait plus de réactions de colère que de j'aime. Il l'a supprimée. Ça a empiré les choses. Il supprime des commentaires maintenant. Faites des captures d'écran de tout. Je l'ai eu avant qu'il ne le supprime. Je partage dans ma story. La dissimulation est toujours pire que le crime. Richard. Il a essayé de supprimer la publication originale. Trop tard. Des centaines de captures d'écran circulaient déjà. Un groupe Facebook local appelé Veille Immobilière Lyonnaise, 45 000 membres, a partagé le fil avec une légende accablante. Voici Richard Durand, directeur principal au groupe immobilier Sommet. Est-ce ainsi que le groupe Sommet représente les valeurs familiales? La publication a été partagée 400 fois en 1 heure. Quelqu'un a trouvé l'article du journal de la Sorbonne et l'a posté à côté de la capture d'écran. Côte à côte, mon père m'appelant poids mort et la Sorbonne m'appelant exceptionnel. Le contraste était dévastateur. Mon père a cessé de répondre après ça. Son Facebook est devenu silencieux, mais le mal était fait. On ne peut pas supprimer Internet et on ne peut pas revenir en arrière. Il était sur le point de l'apprendre à ses dépens. L'appel est arrivé à 14h15, heure de Lyon. J'ai fixé le nom de mon père sur l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Amélie. Sa voix était différente, tendue, presque désespérée. Nous devons parler. De ce que. Tu sais. De ce commentaire. Là. La situation en ligne. La situation que tu as créée. Une pause. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. J'ai besoin que tu postes quelque chose. Quelque chose qui clarifie que c'était un malentendu. Dis aux gens que c'était une blague entre nous. Dis-leur que nous avons une excellente relation. J'ai failli rire. Tu veux que je mente pour toi. Je veux que tu aides à arranger ça pour la famille. Quelle famille? La vraie ou celle que tu emmènes sur la Côte d'Azur? Amélie. Tu m'as appelé poids mort, papa. En face, dans ton bureau.
Et puis tu l'as posté en ligne pour que 127 000 personnes le voient. Je ne le pensais pas, tu pensais chaque mot. Tu le penses depuis des années. La seule différence, c'est que maintenant tout le monde le sait. Sa voix s'est durcie. Si tu ne m'aides pas à arranger ça, il y aura des conséquences. Des conséquences? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Tu me menaces? Je te dis comment les choses fonctionnent. Je suis ton père. Je t'ai soutenu pendant 22 ans. Tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien. Ma voix était stable, calme. Tu as utilisé l'argent de maman pour des vacances sans moi. Tu m'as exclu des photos de famille pendant 8 ans. Tu m'as dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Et maintenant, tu veux que je sauve ta réputation. Silence. Règle ça toi-même, papa. J'en ai fini. J'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis fin à l'appel en premier. J'ai posé la limite. Je me suis choisi. Et je ne me sentais pas du tout coupable. L'email est arrivé à 16h30. J'ai vu l'expéditeur, e.valois@sorbonne.fr, et mon cœur s'est arrêté. Chère Amélie, j'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir commenté la publication de votre père. Je réalise que c'était peut-être présomptueux de ma part de m'impliquer dans une affaire de famille, et si j'ai dépassé les bornes, je m'en excuse sincèrement. Mais je veux que vous sachiez pourquoi je l'ai fait. J'ai passé 40 ans dans le monde universitaire et l'industrie à regarder de jeunes femmes brillantes être rejetées par des gens qui auraient dû les défendre. J'ai vu trop d'esprits talentueux douter d'eux-mêmes parce que les personnes les plus proches d'eux refusaient de voir leur valeur. Quand j'ai lu votre essai de candidature, j'ai vu quelque chose de remarquable. Pas seulement de l'intelligence, bien que vous en ayez à revendre, mais de la résilience. Le genre de force tranquille qui vient du fait d'avoir survécu à des choses que vous n'auriez pas dû avoir à survivre. Vos réalisations parlent d'elles-mêmes. Une bourse que 4068 autres candidats n'ont pas reçue. Des recherches qui sont déjà citées par vos pairs. Un avenir qui vous appartient entièrement. Ne laissez personne, famille ou autre, diminuer ce que vous avez accompli. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Je pensais ce que j'ai dit dans votre lettre d'acceptation. J'ai hâte de vous rencontrer à l'orientation. Cordialement, Éléonore. J'ai lu l'email 3 fois. À la 3e fois, je pleurais. Ce n'était pas des larmes de tristesse, quelque chose d'autre, du soulagement peut-être, ou de la reconnaissance. Pendant des années, je me suis demandé si j'étais le problème, si mon père avait raison, si j'étais vraiment un poids mort, trop silencieuse, trop maladroite, trop compliquée à aimer. Et voilà une femme que je n'avais jamais rencontrée, une femme qui avait dirigé la division de sciences des données du CNES, qui me disait que je valais la peine d'être défendue. J'ai tapé ma réponse à travers une vision floue. Docteur Valois, merci. Pas seulement pour le commentaire, mais pour m'avoir vu quand ma propre famille a choisi de ne pas le faire. Je ne vous décevrai pas si vous avez déjà eu quelqu'un, un professeur, un mentor, un étranger, qui vous a défendu quand votre famille ne le faisait pas, je veux l'entendre. Ces personnes comptent plus qu'elles ne le savent. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi qui a cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Et si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Nous sommes presque à la fin. Et croyez-moi, vous voulez voir comment ça se termine. 7 avril, le lundi après les vacances. J'ai appris ce qui s'est passé par Maya, qu'il a appris d'une amie qui travaillait à la réception du groupe immobilier Sommet. Mon père est entré dans le bureau à 8h45, 15 minutes en avance, portant son plus beau costume. Il pensait pouvoir prendre les devants, expliquer, manipuler, faire ce qu'il faisait de mieux. Marguerite Dubois attendait déjà. La réunion a duré 47 minutes. Quand mon père est sorti, son visage était gris. Voici ce que j'ai reconstitué plus tard. Le groupe immobilier Sommet avait une politique sur les réseaux sociaux. C'était dans le manuel de l'employé, page 34. Les employés sont tenus de se comporter de manière professionnelle sur les plateformes de réseaux sociaux, en particulier lorsque leur emploi est publiquement visible. Une conduite qui nuit à la réputation de l'entreprise peut entraîner des mesures disciplinaires. Mon père avait été directeur principal au groupe immobilier Sommet dans sa bio Facebook. Sa publication et la débâcle virale qui a suivi avaient été partagées plus de 3000 fois. Le service client de l'entreprise avait reçu 14 appels de clients demandant si le groupe Sommet cautionnait ce genre de comportement.
Marguerite Dubois n'a pas crié. Elle n'en avait pas besoin. À compter d'aujourd'hui, vous êtes réaffecté du poste de directeur principal à celui de directeur associé. Vous ne superviserez plus l'équipe résidentielle. Votre salaire sera ajusté en conséquence. Les chiffres, de 127 000 € par an à 97 750 €, une baisse de salaire de 23%. De plus, il était tenu de suivre un cours de formation obligatoire, conduite professionnelle dans les espaces numériques, 8 heures sur son temps personnel. Il a essayé de discuter, d'expliquer, de dire que c'était une affaire de famille, une blague privée, un malentendu. La réponse de Marguerite a été simple. Richard, vous l'avez rendu public. Maintenant, vous faites face aux conséquences publiques. Il est sorti de cette réunion un homme différent, et ses problèmes ne faisaient que commencer. Les retombées sociales ont été plus lentes, mais plus profondes. Au cours de la semaine suivante, mon père a perdu 34 000 abonnés sur Facebook. Son nombre d'abonnés est passé de 127 000 à 93 000 et a continué de chuter. La marque Richard, l'homme de la famille, était en hémorragie. 3 clients potentiels ont annulé des visites de maison. Je le sais parce que l'un d'eux m'a envoyé un message sur LinkedIn. Mademoiselle Durand, j'allais acheter une maison par l'intermédiaire de l'agence de votre père. Après avoir vu ce qu'il a posté sur vous, j'ai décidé de faire affaire ailleurs. Félicitations pour la Sorbonne. Vous méritez mieux que lui. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message. L'association des parents d'élèves du lycée de Benoît a demandé à mon père de démissionner du conseil consultatif. Un parent avait partagé la capture d'écran dans leur groupe de discussion et le vote avait été unanime. Un blog local appelé Chronique familiale lyonnaise a publié un article. Un post viral d'un directeur immobilier local suscite un débat sur les enfants poids morts et la dynamique des familles recomposées. Ils ne l'ont pas nommé directement, mais tout le monde savait. La section des commentaires était brutale. Mélanie a commencé à recevoir des questions aussi. Des amis lui envoyaient des textos. Ce post est-il à propos de la fille de Richard? Qu'est-ce qui se passe avec ton mari? Elle a cessé de répondre à ces groupes de discussion. Et puis, de manière inattendue, un message de Benoît. Serette. Un seul mot. Un mot qu'il n'avait pas utilisé en 8 ans. Je ne savais pas que c'était si grave. Je suis désolé. J'ai fixé le message pendant un long moment. Je ne savais pas s'il était sincère. Je ne savais pas si quelque chose changerait. Mais c'était la première fois que quelqu'un dans cette maison reconnaissait ce qui m'était arrivé. C'était peut-être quelque chose. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, mon père apprenait une leçon qu'il aurait dû apprendre des années auparavant. Internet n'oublie jamais, et les personnes que vous avez blessées non plus. L'appel d'excuses est arrivé le 10 avril. La voix de mon père était plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Humble, presque. Mais j'avais appris à écouter ce qu'il y avait en dessous. Amélie, j'ai beaucoup réfléchi. Vraiment? J'ai eu tort. Ce que j'ai posté, ce que j'ai dit, c'était mal. Je veux arranger les choses. Pendant un instant, je me suis permis d'espérer. Peut-être qu'il avait enfin compris. Peut-être que perdre son titre et ses abonnés avait brisé le mur qu'il avait construit. Comment, ai-je demandé. Je vais poster des excuses publiques. Dire à tout le monde à quel point je suis fier de toi, à quel point je t'aime, comment le commentaire sur le poids mort était une terrible erreur. Ça ressemble à un début. Mais j'ai besoin de ton aide. Voilà. Si tu pouvais commenter quelque chose de positif en dessous, peut-être identifier le docteur Valois pour qu'elle voie que j'ai changé, ça aiderait vraiment à réparer les dégâts. J'ai fermé les yeux. Tu veux que je t'aide à réparer ton image. Je veux que nous guérissions en tant que famille. Non, papa. Tu veux récupérer tes abonnés. Tu veux récupérer ta réputation. Tu veux annuler les conséquences sans rien changer en réalité. Ce n'est pas tu ne t'es pas excusé auprès de moi. Pas vraiment. Tu t'es excusé auprès d'Internet. Tu t'es excusé auprès de ta patronne. Mais tu n'as pas dit une seule fois, Amélie, je suis désolé de la façon dont je t'ai traité ces 8 dernières années. Silence. Parce que tu n'es pas désolé, ai-je poursuivi. Tu es embarrassé. Il y a une différence. Amélie. La guérison n'est pas une campagne de relations publiques, papa. Et je ne suis pas un outil que tu peux utiliser pour réparer ce que tu as cassé. J'ai raccroché.
Il n'a pas rappelé. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je ne voulais pas qu'il le fasse. 15 avril, un nouvel email de la Sorbonne. L'objet disait « Une opportunité ». Chère Amélie, j'espère que ce message vous trouve bien. J'ai pensé à notre prochaine orientation et à vos intérêts de recherche. Et j'ai une proposition. Chaque été, je sélectionne 2 boursiers entrants pour rejoindre mon équipe de recherche en tant qu'assistant rémunéré avant le début de l'année universitaire. C'est l'occasion de prendre de l'avance sur le programme, de nouer des liens avec les professeurs et de contribuer à des projets en cours sur la modélisation climatique et la réponse aux catastrophes. Je voudrais vous offrir l'un de ces postes. Les détails, du 1er juin au 15 août, une allocation de 4 500 € par mois, une aide au logement disponible. Vous travailleriez directement avec mon équipe sur notre initiative de prédiction des ouragans. Quelque chose qui, je crois, correspond parfaitement à vos recherches de premier cycle. Ce n'est pas une candidature compétitive. Je vous l'offre directement parce que je crois en votre potentiel. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous êtes intéressé. Cordialement, Éléonore. J'ai lu l'email 4 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas 4 500 € par mois. Un mentorat direct de l'une des scientifiques des données les plus respectées du pays. Une longueur d'avance à la Sorbonne avant même d'être officiellement inscrite. Maya a crié quand je le lui ai dit. Tu comprends ce que c'est? Elle m'a pris par les épaules. C'est le docteur Éléonore Valois, ancienne directrice du CNES, qui te recrute personnellement dans son équipe pendant que ton père suit un cours obligatoire d'éthique des réseaux sociaux. Le karma est réel. J'ai ri. Vraiment ri. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. Mon père voulait des vacances à 38 000 €. Il a eu une rétrogradation et un séminaire de formation. Je voulais être vu. J'ai eu la Sorbonne, une bourse et un mentor qui a cru en moi avant même que nous nous soyons rencontrés. L'univers a le sens de l'humour. 20 avril, j'ai écrit l'email que j'aurais dû écrire des années plus tôt. Je l'ai adressé à mon père et à Mélanie, avec Maya en copie comme témoin, et j'ai passé 3 heures à choisir chaque mot. Papa et Mélanie, je vous écris pour établir quelques limites pour notre relation à l'avenir. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas d'argent. Je ne vous demande pas de reconnaître publiquement ce qui s'est passé. Ces choses n'annuleront pas 8 ans à être traitées comme invisibles. Et j'ai cessé de les attendre. Ce que je demande, c'est un respect de base. Et comme cela n'a pas été donné librement, je dois définir à quoi cela ressemble. 1. Je n'assisterai pas aux événements familiaux où je ne suis pas traité comme un membre égal de la famille. Fini de me tenir en marge des photos. Fini d'être exclu des conversations. Fini d'être la personne que tout le monde prétend ne pas voir. 2. Je ne participerai à aucun effort pour réparer votre image publique. Mes réalisations ne sont pas des outils pour la gestion de votre réputation. 3. Je maintiendrai un contact minimal jusqu'à ce que je voie des preuves de changement sincère. Pas des mots, mais des actes. Pas des excuses pour Internet, mais des excuses à moi. J'espère qu'un jour nous pourrons avoir une relation saine. Mais cela dépend de vous, pas de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai essayé de gagner votre approbation pendant 22 ans. J'ai fini d'essayer. Si vous voulez faire partie de ma vie à l'avenir, vous devrez me montrer que vous avez changé. D'ici là, je vous souhaite le meilleur, de loin. Amélie. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de moi. Mon père n'a jamais répondu. Mélanie a répondu par un seul mot. Notez. Ce n'était pas la conclusion que je voulais, mais c'était la limite dont j'avais besoin. Et pour la première fois, je me suis senti libre. 25 avril. Benoît a appelé. Pas un texto, un vrai appel téléphonique. J'ai failli ne pas répondre. Nous n'avions pas parlé au téléphone depuis que j'étais parti à l'université il y a 4 ans. Amélie. Sa voix était incertaine. Jeune, d'une certaine manière, bien qu'il ait 19 ans. Benoît. Je voulais parler, si ça te va. Je me suis assise sur mon lit. J'écoute. Je ne savais pas il a expiré. Je veux dire, je savais que les choses n'allaient pas bien entre toi et papa, mais je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas qu'il te disait ces choses. Qu'il t'appelait comme ça. Tu n'as jamais demandé. Je sais. C'est de ma faute. Une pause. J'ai juste cru ce que maman me disait.
Que tu étais difficile. Que tu ne voulais pas faire partie de la famille. Que tu choisissais d'être distante. Et maintenant? Maintenant, j'ai lu le commentaire du docteur Valois et je t'ai cherché sur Google et j'ai vu l'article de la Sorbonne. Sa voix s'est légèrement brisée. Tu es genre. Vraiment impressionnante et je t'ai traité comme si tu n'existais pas, je n'ai pas répondu. Je n'étais pas sûr de quoi dire. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-il poursuivi. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. Ce qu'ils ont fait, ce que je les ai aidés à faire en ne disant rien. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? J'ai arrêté de suivre papa sur Facebook. Un petit rire, embarrassé. Je sais que ce n'est rien, mais je ne veux plus faire partie de ça. Les trucs de fausse famille, les photos, tout ça. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Merci d'avoir appelé, Benoît. Est-ce que je peux rappeler un de ces jours? Peut-être qu'on pourrait vraiment, genre, parler. J'y ai pensé. Aux secondes chances, à la possibilité que les gens puissent vraiment changer. Ouais, ai-je dit finalement. Peut-être qu'on pourrait. 1er juin, je me tenais dans ma chambre d'étudiante, entourée de boîtes en carton. 4 ans de ma vie à Lyon, emballés dans des conteneurs à destination de Paris. Sur mon bureau se trouvait la seule photo que j'emportais de la maison. Ma mère me tenant sur une plage quand j'avais 7 ans. Son sourire était large. Ses yeux étaient brillants. Elle n'avait aucune idée qu'elle serait partie dans 5 ans. J'ai pris le cadre et j'ai regardé son visage. J'ai réussi, maman, ai-je chuchoté. Je suis sorti. Elle m'a dit un jour que ma valeur ne dépendait pas de si quelqu'un me voyait, que je comptais même quand personne ne regardait. Elle avait raison. Mais elle aurait aussi compris ceci. Parfois, être vu par la bonne personne change tout. Le docteur Valois m'a vu. La Sorbonne m'a vu. Et lentement, j'apprenais à me voir moi-même. Mon téléphone a vibré. Maya. Je suis dehors. Prête quand tu le es. J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce. Au bureau où j'avais pleuré sur la publication de mon père. Au lit où j'avais lu l'email du docteur Valois. À la fenêtre où j'avais regardé le soleil se lever le jour où ma famille s'était envolée pour la Côte d'Azur sans moi. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste. J'en avais juste fini. Fini d'attendre que mon père m'aime. Fini d'essayer de gagner une place dans une famille qui ne voulait pas de moi. Fini d'être la fille invisible, le poids mort, le problème à résoudre. J'avais une bourse, un mentor, un avenir, et je m'avais moi-même, ce qui, au final, était suffisant. J'ai attrapé mon sac, éteint la lumière et suis sorti. Paris attendait. Et pour la première fois de ma vie, moi aussi. C'est mon histoire. Si on vous a déjà traité de poids mort, de fardeau ou de tout autre mot qui vous a fait sentir que vous ne méritiez pas d'exister, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Votre valeur n'est pas déterminée par les personnes qui refusent de vous voir. Elle est déterminée par ce que vous construisez lorsque vous arrêtez enfin d'attendre leur approbation.